Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. Imaginez, vous avez 10 ans. Ce sont les premiers jours des grandes vacances. Vous enfilez un pantalon, vous avez trouvé pendant la nuit une nouvelle façon d'améliorer la cabane. Vous avalez un bol de céréales pour faire plaisir à votre mère, et là, ça y est, vous partez. Vous êtes pirate, aventurier, vous êtes un Castor Junior, un Robinson Crusoe, vous êtes ivre de liberté. Vous allez retrouver les copains sur le terrain vague, près du bois. Il y aura Brice, Shérif, Nicolas, il y aura aussi Solène, et surtout, il y aura Dorothée. Ah, Dorothée. Le livre que nous ouvrons aujourd'hui aurait pu raconter l'histoire d'amour entre Alexandre et Dorothée. Aimer à 10 ans, c'est une affaire sérieuse. Au lieu de cela, Alexandre Ferraga nous révèle comment, à cet avant-goût de paradis, s'est superposé un véritable enfer. Après la mer, c'est le titre de son roman qui évoque l'enfance, ou plutôt l'enfance perdue. Ce livre obtient en 2019 une mention spéciale du jury de l'Organisation internationale de la francophonie pour le prix des 5 continents. Tout avec presque rien présente ce podcast dans le cadre du Festival des 5 continents, organisé par la Maison française à New York. Alexandre Ferraga est né dans le Val d'Oise. Famille recomposée, une flopée de demi-frères et sœurs, plus ou moins malveillants, un père absent, une mère triste, un maître d'école qui n'envisage pas que lire le manuel des Castor Junior soit plus important que faire des exercices de maths. Bref, dans sa vie d'enfant de 10 ans, jamais personne ne lui a dit « je t'aime ». Avant ce jour-là, où il a la lumineuse idée de couper des bouts de ficelle en utilisant un vieux couvercle de boîte de conserve. Dorothée est éblouie, conquise. La vraie vie commence ici, avec les vacances et ces 3 mots dans la bouche de Dorothée. C'est avec un goût de fraise et un baiser sur la joue que je suis rentrée chez moi. J'avais pris mon temps pour parcourir les 2 kilomètres depuis le bois. J'étais fière. Non, j'étais le soleil. Je marchais sur la pointe des pieds pour gagner quelques centimètres, pour être à la hauteur des lèvres de Dorothée. Seulement voilà, ce jour-là, de retour chez lui, il aperçoit un véhicule informe devant sa porte. Sur son toit était entassé un bric-à-brac qui doublait la hauteur du véhicule. Des valises, des matelas emballés dans du plastique, des tonnes de sacs en tissu, un vélo et même une machine à laver le linge. J'étais sûre que c'était notre 504 Peugeot quand j'ai vu mon père sortir du garage avec une grande bâche et cacher l'incroyable chargement. Mon cœur s'est emballé. J'avais du mal à avaler ma salive. Je sentais le danger. Et il a raison de s'inquiéter, notre cher Alexandre. Pas moyen pour lui de savoir où il va et pourquoi. Alexandre vit dans une famille où l'on ne parle pas. Nous devinons, nous, lecteurs, où il partira pour les vacances. Ce que nous ne savons pas, c'est qu'il part seul avec son père. Un père taiseux,
absent, qui fuit tout regard et semble tellement agacé par les siens que personne n'ose lui adresser le moindre mot. Savez-vous ce qu'il répond à Alexandre lorsqu'il a l'audace de lui poser une question ? Si ce que tu dis n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Notre cher Alexandre n'a pas d'autre choix qu'affronter l'inconnu et se laisser faire. À défaut de mots, l'enfant observe. Alexandre Ferraga nous livre les pensées de cet enfant. L'exercice d'écriture est posé. Au regard de l'enfant se superpose notre regard d'adulte. La lecture se dédouble. C'est un peu comme un conte de fées à l'envers. On écoute l'enfant nous raconter la réalité, comme un enfant écoute un adulte lui raconter un conte, avec le même émerveillement, la même tension qui monte au fil des pages. Tendre ou cruel ? Alexandre Ferraga joue avec les clichés. L'enfant découvre et nous savons. C'est ce décalage qui nous fait sourire au fil des pages. On mesure l'innocence grave qui habite l'enfant. Il y a là quelque chose de Momo. Vous vous souvenez ? La vie devant soi de Romain Gary. Le contexte est bien autre, c'est vrai. Je ne dévoilerai pas la part narrative de ce roman. C'est un trop grand bonheur que vous laissez découvrir intact ce voyage particulier, presque initiatique, où Alexandre va découvrir que son nom est Habib. Je vais simplement, par pur plaisir littéraire, prélever un épisode de son périple. L'arrivée dans la ville de Marseille. Écoutez. Nous nous sommes arrêtés près d'un marché. Cela ressemblait davantage à un souk. Ça grouillait d'hommes, de femmes, d'enfants qui s'accommodaient parfaitement du désordre ambiant. Tous parlaient fort, comme la mamie de mon copain Brice qui est sourde. Est-ce qu'ils étaient tous malades et sourds ? Est-ce qu'ils vivaient tous ici, dans cette rue ? « Papa, nous sommes arrivés !» ai-je demandé tout en sachant que non, mais n'en pouvant plus de ne rien dire. Il a coupé le moteur, décroché sa ceinture et allumé une gitane. « Je reviens. » Il est sorti de la voiture pour se mêler à la foule, avec un naturel confondant. Les enfants ne s'arrêtaient même pas pour admirer le toit de notre 504 break, alors que j'étais persuadée que nous représentions une véritable attraction. 15 minutes, 20 minutes, je reviens. Cette fois, l'idée qu'il allait m'abandonner là, en terre inconnue, avait quitté le brouillard de mon cerveau pour se répandre dans chaque partie de mon corps. J'allais vivre l'histoire du petit poussé, mais pas pour que mes parents puissent réaliser quelques économies. À la maison, j'étais celui qui mangeait le moins, qui coûtait le moins cher. Le père reviendra, oui. Ce n'est pas à Marseille qu'il abandonne son fils, c'est dans les méandres de ses interrogations qu'il ne cessera, à chaque étape, chaque instant, de l'abandonner. Il est là, mais il n'est pas là. Faute de figure protectrice, il représente l'insécurité, la mise en danger, l'imprévisible. La réaction de l'enfant à cette présence fuyante, cette présence absente, ce n'est pas une résignation telle qu'on l'imagine. Si l'enfant admet de rester emmuré dans le silence, il ne se résigne pas vraiment à la situation. Il idéalise son père. Tout ce qu'il ne dit pas pourrait avoir de bonnes raisons d'être caché. L'imaginaire prend le relais. C'est une dentelle psychologique que la façon dont l'auteur détaille les sentiments, les histoires et les mensonges que l'enfant raconte et se raconte pour couvrir ce manque. Voici quelques extraits, quelques mots d'enfant.
J'avais échafaudé de multiples versions de lui. J'avais l'impression de voyager avec une idole. Je me suis accrochée à ces images de mon père, pour les faire durer en les racontant, comme quand on écrit très gros pour faire croire que notre rédaction est très longue. La métamorphose du père, lorsqu'ils arrivent en Algérie, n'en sera que plus invraisemblable. Volubile, généreux, soucieux de chaque membre de la famille, l'enfant n'en revient pas. Des effusions d'émotions qui se déchaînent dans la maisonnée. Il parlait, et même si je ne comprenais pas, je me doutais que face à Zeyna, il employait un autre temps que l'impératif. Il devait dérouler des phrases complexes, additionner les adjectifs et former avec le plus grand naturel des propositions subordonnées, relatives, comme un vendeur étale ses plus beaux tissus devant son meilleur client. Le son de sa voix emplissait l'air. J'essayais d'accrocher quelques mots, mais c'était comme vouloir retenir des confettis lors d'une bourrasque. Son père est traité comme un roi, et lui, instantanément, acquiert le statut de prince. Ce séjour en Algérie prend un tour irréel. Un mélange de merveilleux et d'angoisse. Toujours cette double lecture que ménage l'auteur. Un malaise plane, de plus en plus tangible. Comme si tout ce faste servait à camoufler une réalité d'autant plus noire. Quelque chose sonne faux. L'enfant capte les zones d'ombre dans la mécanique des relations du clan familial. La façon dont on traite les filles, l'aînée en particulier. À chacun, on a attribué une place, comme un pion sur un échiquier. Lui est en bonne position. Il est né garçon, il est fils unique du fils aîné, son père. Mais pas question de faire un faux pas. Comme les autres, il doit être ce qu'il est censé être. À ce prix, il sera de la partie. À partir de là, les jeux sont faits. Le sort est jeté. Toujours les personnages sont brossés avec soin, avec une pointe d'humour et même de tendresse. Ces figures, nous les connaissons déjà en réalité. Alexandre Ferraga leur donne vie et consistance. On rit avec l'enfant des détails cocasses. On observe, on écoute cette langue étrange à l'affût d'un mot français qui souvent survient masqué au détour d'une phrase. Il y a tant de souplesse, de naturel dans la façon dont cette langue intègre les mots français. Les alamites, les tricity, les tire-boulettes. Vous reconnaissez ces mots ? Allez, les alamites, ce sont les allumettes, bien sûr. Les tricity, vous devinez ? Oui, c'est l'électricité. Quant aux tire-boulettes, c'est plus difficile. Il s'agit d'un mot composé par Idir, un adolescent recueilli par la famille. Ex-nomade, orphelin à la fois mystérieux et accueillant, Idir récupère la bâche bleue qui couvrait la Peugeot pour se faire une belle tente. Alexandre est fasciné par Idir. Il bravera les règles de la maison pour s'échapper avec lui, chasser un petit rongeur, faire un feu, le rôtir à la broche. Idir lui parle souvent de l'importance de la langue. Il lui parle surtout du silence. La parole est ce qu'il y a de plus important au monde, a-t-il ajouté. Mais parfois, il faut aussi apprendre dans le silence. Qui, mieux que moi, pouvait saisir la portée de sa dernière phrase ? Le silence de mon père était un fléau en même temps qu'un terreau fertile. J'ai beaucoup appris dans le silence. Mon imagination s'est développée dans le silence, a proliféré dans tous mes tissus comme une plante traçante. Elle ne me permettait pas seulement de réinventer des parents, de redéfinir mes racines, de réviser mon histoire. L'imagination m'a également permis de transformer l'absence en carnaval
et les attaques de Salim en paragraphes. Le silence de mes parents m'a pesé. Les mots importants que j'espérais m'ont manqué. Mais l'imagination a pris le relais. Comme une nourrice, elle m'a fourni des prothèses pour avancer, pour accepter de me montrer au monde. L'imagination m'a autorisé à vivre. C'est auprès d'Idir qu'Alexandre prend conscience de cela, auprès d'Idir qu'il apprend la loyauté. Et je crois bien que c'est grâce à Idir que plus tard, il pourra opérer une résilience face à tous les événements dramatiques et violents qui l'attendent sur place. Grâce à Idir, Alexandre connaîtra la part authentique de ce pays, de cet autre monde qu'on veut lui imposer comme étant le sien. De quel pays sommes-nous vraiment? Celui qui nous a vus naître? Celui où nos parents ont leurs racines? Comment s'imposent nos appartenances? De gré, de force? Et surtout, comment se construit l'identité? Savez-vous que cette question de l'identité est abordée dans l'Antiquité à partir d'un épisode de la vie de Thésée, ce roi que l'on connaît pour avoir vaincu le Minotaure? Plutarque raconte que Thésée s'était embarqué à bord d'un vaisseau exceptionnel que les Athéniens conservèrent pendant très longtemps. Car au fur et à mesure que l'une de ses parties se dégradait, il la remplaçait par une neuve. La question de l'identité est ainsi posée par les philosophes. Une fois toutes les pièces échangées, s'agit-il du même vaisseau ou d'un autre? Ce récit n'est pas sans résonance avec le roman d'Alexandre Ferraga, n'est-ce pas? Après la mer, l'enfant est-il le même ou un autre? Après la mer, c'est un roman biographique qui, l'air de rien, interroge en profondeur la question de l'identité. Comment se construit l'identité d'un enfant en manque de père et de repères, qui se construit à travers des héros de séries ou de dessins animés, qui s'identifient à des personnes qui ne sont pas dans son environnement familial? En tête de ce dernier chapitre, Alexandre Ferraga cite en exergue un auteur argentin, Arnaldo Calvera. Dans son ouvrage « Le livre du miroir », il revisite les lieux et les temps de l'enfance. Et lentement, il se définit à travers les images transfigurées des souvenirs. Alexandre Ferraga revient à plusieurs reprises sur la façon dont une personnalité se construit à partir de ce que l'on imagine, de ce que l'on raconte ou que l'on se raconte. Le philosophe Paul Ricoeur appelle ce processus l'identité narrative. Si vous souhaitez en savoir plus, approfondir les thématiques abordées dans notre podcast, mais aussi accéder à des références, des liens et même à quelques réflexions exclusives de l'auteur écrites tout spécialement pour nous, je vous donne rendez-vous sur la page de notre site qui lui est consacrée. Tapez « Tout avec presque rien » dans votre moteur de recherche. C'est le nom de notre site de podcast littéraire. Retrouvez en vidéo notre interview ludique d'Alexandre Ferraga sur notre chaîne YouTube intitulée « Tout avec presque rien ».